Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce webinaire. Je vous rappelle que cet appel est enregistré. À ce stade, tous les participants sont en mode écoute seulement. Si vous êtes branché au téléphone et que vous avez besoin de l'assistance du téléphoniste, veuillez appuyer sur étoile 0. Si vous avez besoin d'un soutien en ligne, veuillez utiliser la boîte de dialogue à l'écran. Je donne la parole à votre animatrice, Madame Megan Rossiter, responsable de l'amélioration à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Megan Rossiter. Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Ça se passe maintenant, projet collaboratif d'amélioration de la qualité des soins actifs pour les personnes âgées de 12 mois. Il s'agit d'un séminaire en deux parties qui portera sur l'évolution des modèles de soins vers une amélioration des soins, débouchant sur des soins plus appropriés, davantage axés sur les patients pour des maladies chroniques, avec comme point de mire les approches Inspired de la FCASS dans le cadre du projet collaboratif d'amélioration de la qualité MPOC. Je m'appelle Megan Rossiter, responsable d'amélioration à la FCASS. Je suis votre co-animatrice. Je suis en compagnie de notre co-animatrice et directrice principale, Jen Verma, qui a animé le projet collaboratif Inspired. Tandis que je présente nos conférenciers invités, je vous demande de prendre un instant pour vous présenter dans la boîte de dialogue. Dites-nous combien de personnes participent à votre endroit. Sont parmi nous virtuellement Corey Paul, responsable du programme de pratique avancée de soins à domicile de la zone d'Edmonton des services de santé d'Alberta, qui a été responsable de l'équipe de son établissement d'AHS pour la cybercollaboration Inspired. Sont également présents Mélanie Potvin, directrice des services de médecine, ainsi que Lily Spanievich, spécialiste, infirmière clinicienne spécialiste en gériatrie de l'hôtel Joseph Brand. Nos productrices Sheena Powell sont en ligne, ainsi, et nous avons également Catherine Giroux dans la salle. Alors, nous sommes heureux de fournir l'interprétation simultanée pour tous nos webinaires, ce qui peut entraîner quelques appels, quelques arrêts rapides dans le dialogue. Et nous vous demandons également, nous vous suggérons d'intervenir dans la langue de votre choix. Alors, avant d'entrer dans les détails du webinaire, nous devrions avoir une idée de la nature de vos fonctions. Veuillez prendre un instant pour répondre au sondage que vous voyez à l'écran. S'il y a plus d'une personne, veuillez utiliser l'option aussi, ou plutôt cocher toutes les options qui correspondent aux personnes qui sont à votre site. Alors, donc, il y a trois objectifs clés que nous avons signalés pour ce séminaire en deux parties. Tout d'abord, l'évolution des soins du milieu hospitalier au foyer, en vue d'assurer que les soins sont dispensés au bon endroit et au bon moment. La manière dont les approches communautaires et à domicile des soins de la MPOC peuvent améliorer l'efficacité de la coordination et des soins axés sur les patients et les proches, et les leçons et les aperçus des cybercollaborations Inspired, ainsi que le projet de la FCASS en vue d'en assurer la diffusion et la montée en échelle. Alors en particulier, aujourd'hui, nous allons aborder certains domaines clés de discussion qui portent directement sur les approches pour la transition des soins de l'hôpital au foyer. Tout d'abord, quelques résultats impressionnants qui ont découlé de la cybercollaboration Approche Inspired de la MPOC de la FCASS. Deux de nos équipes qui ont participé à cette cybercollaboration vont faire des présentations sur la stratégie en vue de la réussite dans la prestation des soins axés sur les patients dans la MPOC. Nous allons également mettre en commun des stratégies en vue d'améliorer l'efficacité de la coordination et les soins axés sur les patients et leurs proches pour les patients vivant avec la MPOC et leurs familles. Notre système subit des contraintes croissantes en raison d'un influx d'hospitalisation inappropriée. Il est évident que les patients reçoivent les mauvais soins au mauvais endroit, ce qui nuit à notre système de santé et ne répond pas aux besoins des patients et de leurs familles. Selon des travaux accomplis par Claire Liddy sur les maladies cliniques, on estime que le Canada dépense environ 80 milliards de dollars chaque année, qui entraîne une utilisation accrue du service des urgences, des hospitalisations prolongées, une diminution de la qualité de vie et une augmentation des taux de mortalité. Et selon les travaux des créateurs du modèle de soins chroniques à l'Institut McCall, où travaille le Dr. Edward Wagner, on déclare que les soins actuels ne répondent pas aux besoins des patients et de leur famille, mettent le système à rude épreuve. Pour surmonter ces lacunes, pour combler ces lacunes, il faudra rien de moins qu'une transformation du système de santé. Celui-ci devra passer d'un système essentiellement réactif qui réagit principalement lorsqu'une personne est malade, à un système proactif qui vise à maintenir les personnes en santé autant que possible.
Alors, pourquoi nous concentrons-nous sur la MPOC? Moins que 5% des Canadiens vivent avec cette maladie, la maladie pulmonaire obstructive chronique. Il s'agit de la première cause d'hospitalisation au Canada qui représente le plus grand nombre de taux de réadmission dans les 30 jours suivant le congé. La MPOC génère également le volume le plus élevé de réadmission à l'hôpital. Beaucoup de patients atteints de MPOC avancé recourent épisodiquement aux services d'urgence pour gérer l'escalade des symptômes ou les exacerbations, ce qui est très coûteux pour le système de santé et pour la santé des patients. À la FCSS, nous travaillons avec des équipes multidisciplinaires pour mettre à l'essai, mettre en œuvre et monter en échelle les pratiques exemplaires. Tout commence par la création des conditions gagnantes pour l'amélioration, l'aide aux équipes pour évaluer, concevoir, mettre en œuvre et évaluer une innovation qui a fait ses preuves. La cybercollaboration approche Inspired des soins de la MPOC est rendue possible grâce au soutien et le financement de la FCASS et de Boehringer Ingelheim Canada. La FCASS a soutenu pendant la cybercollaboration de 12 mois un total de 19 équipes, au moins une dans chaque province, 4 dans l'ouest du Canada, 7 dans l'Ontario, 4 au Québec et 4 dans le Canada Atlantique. En 12 mois, d'octobre 2014 à 2015, la FCASS a soutenu ou proposé plus de 25 webinaires, un atelier face à face lors duquel toutes les équipes se sont réunies et des 4 tables rondes régionales pour évoquer la pérennisation des travaux. Nous avons également fourni des outils de financement et d'amélioration, un encadrement par des formateurs experts en la matière et une formation inter-équipe. Ce modèle est l'exemple de ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est-à-dire la transition des soins appropriés de l'hôpital au foyer. Comme vous le voyez à l'écran, il y a un certain nombre d'interventions clés qui sont incluses dans Inspired, qui en font un modèle complet pour les soins de MPOC, y compris l'optimisation des médicaments et le plan d'action pour les prescriptions, conformément aux lignes directrices de la Société thoracique canadienne, des soins qui tiennent compte de la continuité dans les transitions de l'hôpital au foyer, des soins individualisés, coordonnés, proactifs, qui incluent au foyer une formation à l'autogestion reliée à la MPOC, un soutien psychosocial spirituel, ainsi que des possibilités de planification préalable des soins. Il y a également un accès téléphonique aux équipes pendant les heures de travail, un suivi téléphonique mensuel pendant 3 mois après les visites à domicile programmées, liaison et l'établissement de partenariat avec les services de soutien dans la communauté, les services de santé alliés et le suivi d'évaluation aux fins d'assurance de la qualité. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Je voudrais à présent donner la parole à Jennifer Verma qui va nous donner un coup d'œil plus approfondi sur les résultats de la cybercollaboration Inspired de la FCASS. Jennifer Verma. Merci Megan Rossiter. Catherine a calculé en temps réel qui est entré, qui participe à cet appel. Le quart d'entre vous sont administrateurs et les autres sont consultants, infirmières, spécialistes en amélioration de la qualité en recherche et quelques médecins. Mais un groupe très diversifié. Alors, nous voulions vous donner quelques points saillants des leçons de la cybercollaboration Inspired. Je vais vous faire part de quelques conclusions préliminaires, mais sachez qu'il y aura davantage d'informations à venir. Alors, en ce qui concerne les réadmissions, parce que, bien entendu, le projet Inspired se basait sur le fait que c'est au foyer que se trouve la santé, si l'on peut assurer que les personnes n'ont pas besoin, que les patients n'ont pas besoin de rester à l'hôpital aussi longtemps, qu'ils peuvent recevoir des soins dont ils ont besoin à domicile, qu'il y a une transition réussie entre l'hôpital et le foyer. C'est là notre objectif. Donc les réadmissions représentent bien entendu un élément important. Ce n'est pas l'ensemble, mais c'est un élément important. Donc nous avons fait ce calcul. 13 équipes ont pu déclarer que le programme Inspired pouvait réduire le nombre d'hospitalisations. Pour 146 patients, dans 6 sites, il y a eu une réduction notable des hospitalisations. Avant leur inscription au programme, ce groupe de 146 patients présentait un total combiné de 180 hospitalisations pendant la période de 3 mois qui a précédé le programme Inspired. Dans les 3 mois qui ont suivi Inspired, le nombre d'hospitalisations est passé à 33. Bon, il faut prendre garde quant aux conclusions à tirer de ces données, puisqu'il existe des différences d'un site à l'autre, et Corey Paul peut en parler en particulier. Donc il faut prendre garde à la synthèse de ces données, mais cette forte baisse signale que les interventions Inspired donnent de bons résultats pour éviter les hospitalisations. Nous continuons de recueillir des informations former des équipes pour nous faire une meilleure idée de ce qui se produit 6 mois puis 12 mois après le projet.
Sinon, nous pouvons dire que plus de 1000 patients ont été inscrits jusqu'ici au pays, plus de 1500 si on comprend le site d'Halifax. C'est initial et globalement, au niveau des hospitalisations, 13 des 19 équipes signalent des hospitalisations réduites pendant la cybercollaboration d'un an et 7 sur 17 ont déclaré une réduction des visites d'urgence ainsi qu'une réduction du séjour. Au début d'année, nous avons réalisé une analyse de rendement du capital investi afin de déterminer quelles pourraient être les réductions de coûts si on faisait monter en échelle le modèle d'Halifax à toutes les personnes qui pourraient en bénéficier. Même si plus de 800 000 Canadiens vivent avec la MPOC, nous savons que 14 000 présentant une MPOC avancée devraient recevoir le programme Inspired pour en bénéficier. S'ils recevaient tous les éléments que Megan a évoqués tout à l'heure, nous pourrions éviter 68 500 visites à l'urgence, 44 000 hospitalisations, 400 000 jours lits, et globalement, cela donnerait des réductions de coûts de 688 millions de dollars sur 5 ans, c'est-à-dire que chaque dollar investi dans un programme Inspired pourrait permettre de réduire des coûts hospitaliers de 21 dollars. Le travail de Risk Analytica est intéressant parce qu'il y a une ventilation provinciale. Nous n'avions pas des données sur les territoires. Nous savons que le problème de la MPOC n'est pas aussi grave dans les territoires. Toutefois, on pourrait certainement utiliser certaines des données analogues pour compiler des calculs sur le rendement du capital investi pour les territoires. Donc, je vous encourage à examiner cela sur le site web de la FCISS. Quant à notre travail avec les 19 équipes qui ont participé à cette collaboration pan-canadienne, en partenariat avec Boehringer Ingelheim Canada Limited, nous avons également reçu des contributions en nature de Vital Air Canada. Donc, nous avons travaillé avec les équipes pour examiner non seulement les gains en efficacité, ça c'est important, mais nous voulions également pouvoir étudier le caractère approprié et efficace de certaines interventions. Nous voulions également étudier les volets de soins axés sur les patients et la famille. Donc, le groupe d'Halifax avait mis au point un guide d'entrevue sur les attentes et les espoirs. Beaucoup d'équipes ont utilisé ce questionnaire. Et en fonction de cet instrument et d'autres instruments, nous avons voulu réaliser des calculs, des évaluations sur les soins axés sur la famille et les patients. Nous avons également utilisé un questionnaire donc relatif à la transition. Il y a des versions à 3 points et à 15 points de cette échelle. Nous encourageons les équipes à utiliser ces mesures. Donc, nous continuons de travailler avec les équipes pour partager les résultats de leur travail. Et aujourd'hui, une ou deux équipes en particulier vont nous faire des exposés. Un mot rapidement sur la capacité des mesures de rendement. Lorsque nous soutenons une cybercollaboration, il s'agit de soutenir les résultats en matière de qualité des soins, bien sûr, mais aussi de soutenir des équipes dans l'augmentation de la capacité d'amélioration de la qualité. Alors, ce que vous voyez, et sur cette diapositive, sont des résultats sur une échelle à 5 points au niveau de la capacité des mesures de rendement des équipes au début de la cybercollaboration et à la fin. Donc, toutes les équipes, sauf une, figurent sur cette échelle. Et le premier point de l'échelle, c'est l'exploration. L'équipe explore les mesures. Deuxième point, l'équipe a sélectionné les mesures pratiques. Ensuite, elle collecte des données sur les mesures. Stade 4, elle développe un système d'apprentissage. Et cinquièmement, utilise les données pour améliorer les pratiques au quotidien des fournisseurs de soins. Alors donc, il s'agit des éléments que nous utilisons pour comprendre et améliorer la capacité. Mais globalement, pendant la période de la cybercollaboration, généralement, les équipes ont progressé d'environ 2,7 points sur cette échelle de 5 points. C'est-à-dire que non seulement ils ont acquis des gains et des compétences en matière de MPOC et de prise en charge des maladies chroniques et tout cela, au niveau des médecines basées sur des données probantes, mais également ont acquis des compétences en matière d'amélioration de la qualité. De la même façon, sur une échelle en 10 points, je ne peux pas vous la montrer aujourd'hui, mais nous avons constaté un gain dans d'autres secteurs d'amélioration de la qualité. C'était donc une excellente façon de voir que les équipes acquièrent la capacité accrue d'améliorer la qualité, ce qui est bénéfique pour parvenir donc à des mesures d'amélioration de la qualité des soins. C'est comme l'amélioration avant l'amélioration. Alors, beaucoup d'autres résultats
Nous allons faire part d'autres résultats sur cette typographie à notre prochain webinaire, mais d'abord, je voudrais donner la parole à notre première intervenante dans l'Ouest, Corey Paul, des services de santé d'Alberta, mais elle se trouve en Colombie-Britannique aujourd'hui. Elle va faire une présentation sur l'expérience de son équipe dans le transfert à domicile des patients atteints de MPOC. Corey Paul, bonjour. Donc, je vais parler de l'initiative Inspired sur la MPOC de AHS, axée sur le programme de soutien à domicile de la zone d'Edmonton. Pour vous rafraîchir la mémoire, ou si vous ne m'avez pas entendu auparavant, l'initiative Inspired sur la MPOC de l'AHS était basée sur l'hypothèse que les personnes dans la communauté atteintes de MPOC avancée préfèrent rester dans leur foyer pour recevoir des soins et un soutien tant que le personnel et les ressources sont aisément disponibles. En 2014, certaines personnes dans le programme de soins à domicile recevaient d'excellents soins pour la MPOC, mais il n'y avait pas de modèle standardisé ou harmonisé pour cette population vulnérable. En outre, les approches en matière de sensibilisation et de formation des patients variés, il n'y avait pas d'itinéraire d'aiguillage formalisé et il n'était pas facile de parvenir au repérage au moment du diagnostic. Donc nous avions du pain sur la planche. Nous pensions qu'au fil des 2 ans et demi pendant lesquels nous avions travaillé avec la l'FCASS, que nous avons pu tout d'abord comprendre, nous faire une idée de ce que c'est que la vie avec la MPOC en écoutant les patients et leurs proches, et ces voix qu'ils ont fait entendre continueront d'inspirer nos soins. Lorsqu'on parle de pérennité, je crois qu'il faut envisager la possibilité de pérenniser et puis aussi les possibilités que vous avez au sein de votre organisation et de votre équipe. Longtemps avant qu'il n'y ait des discussions sur la diffusion, la montée en échelle et la pérennisation, nous travaillons en vue d'intégrer l'approche ASS dans les normes de soins pour tous les clients atteints d'affections respiratoires avancées, notamment la MPOC. Nous avons continué de travailler avec toutes ces personnes parallèlement à la cohorte de l'ICI. Ce travail a exigé un engagement envers la pérennisation de ce que nous avons fait, ce que nous ont dit les partenaires, et cela a engendré de nouvelles capacités dans l'organisation des soins et la manière dont ils sont dispensés à cette population complexe. Dans notre cohorte originale, il y avait 50 personnes inscrites. Depuis la phase officielle de notre travail, plus de 200 personnes ont été inscrites dans la communauté. Nous engageons d'autres intervenants à l'heure actuelle dans le modèle d'expansion de diffusion de durabilité, dans l'exploration de notre modèle tout au long du continuum de soins. Nous croyons que la MPOC représente une maladie respiratoire complexe parmi d'autres. Nous passerons ensuite à un modèle qui inclut toutes les personnes atteintes de maladies complexes neurodégénératives, cancer du poumon, fibrose pulmonaire, etc. Encore une fois, notre groupe de 200 personnes que nous avons recrutées dans cette initiative comporte maintenant des enfants qui bénéficient de ce travail. L'initiative ICI aura une incidence sur les futures discussions avec les partenaires communautaires lorsqu'ils racontent des soins optimaux dans le continuum des soins de l'ASS. Et l'initiative ICI servira de fondement à la manière dont les maladies chroniques seront gérées dans les programmes de soins continus de la zone d'Edmonton. Donc nous croyons vraiment que l'initiative ICI représente le départ seulement d'une transformation dans la manière dont nous prendrons en charge les patients atteints d'affections chroniques complexes dans la communauté. Et je nous lance un défi à tous aujourd'hui. Est-ce qu'il s'agit de l'hôpital au domicile ou du domicile à l'hôpital? Parce que je crois que c'est une relation réciproque et c'est là l'orientation que nous devons adopter. Alors, nous travaillons dans le cadre de notre plan d'expansion de diffusion de durabilité. Nous allons nous concentrer sur un certain nombre d'éléments, sachant que nous sommes dans une situation budgétaire croissance zéro. Nous n'avons pas de nouvelles ressources, pas de nouveaux personnels. Il s'agira de réviser ce que nous avons. Alors, le défi consistera à travailler dans les ressources existantes, mais nous sommes décidés à le faire. Nous allons revoir les modèles de soins dans la communauté. Nous allons envisager la portée des pratiques pour le personnel dans le programme de soins continus. Nous allons intégrer l'innovation dans notre modèle de gestion des soins qui est bien établi et essentiel dans la communauté.
Nous allons développer des partenariats avec les partenaires engagés dans la communauté et les adopteurs précoces du changement. Nous allons également profiter des initiatives relatives à la santé de la population. Nous allons utiliser des mesures et diffuser notre savoir. Alors, un schéma sur euh, notre principe, la force par les connexions. En bas, il y a les principes de gestion des cas et puis les soutiens qui entourent la personne qui se situe au cœur de nos soins. Dans notre travail pour l'ICI, nous avons appris que 92% des clients de la cohorte de l'initiative ICI étaient confinés à la maison. En outre, 64% des clients de la cohorte ne pouvaient pas compter sur un aidant naturel à domicile. Nous savons que dans l'avenir, nous allons devoir optimiser le soutien et les soins offerts aux clients de la communauté. Et ce genre d'innovation pour cette population très complexe et vulnérable doit faire l'objet d'une nouvelle vision. Quand on étudie la participation des médecins de famille à la cohorte, nous avons revu 50 dossiers de clients. 46 avaient un médecin de famille inscrit à leur dossier, mais seuls 6 de ces médecins de famille ont pu visiter le client à domicile. Les clients étaient tellement essoufflés avec un indice MRC de 4 à 5 qu'ils ne pouvaient pas quitter leur foyer, exigeant donc l'utilisation de 911 et des services ambulanciers et d'urgence pour les soins. Nous pensons que l'accès à des gestionnaires cliniques, des infirmières praticiennes, des thérapeutes respiratoires autorisés pour les clients qui ne peuvent quitter leur domicile sont un service à valeur ajoutée. Ce graphique montre l'impact énorme sur la cohorte ICI, dont tous les membres étaient à risque de transition à un niveau alternatif de soins. Même si près de la moitié de la population est décédée, plus de la moitié sont restés dans leur foyer dans la communauté. Nous savons qu'il s'agit d'une population fragile et très instable, mais nous pensons qu'avec des ressources communautaires, il y a des solutions de rechange à l'urgence et qui doivent être explorées. Je voudrais à présent aborder un paradoxe de prévention, c'est-à-dire que toutes les personnes dont les soins sont gérés dans la communauté, qui évite donc les visites à l'urgence et aux soins aigus. Mais puisque ce travail se fait dans la communauté, il est invisible et nous devons améliorer nos mesures. Nous avons pris 77 épisodes d'exacerbation aiguë de MPOC gérés dans la communauté et nous leur avons appliqué une méthode de calcul des coûts qui comporte le transport par ambulance, une visite à l'urgence, une hospitalisation. Et nous avons fait tous ces calculs en fonction des lignes directrices pour les itinéraires de soins et les soins aigus. Le total des coûts évités pour ces 77 personnes aurait dépassé $1 million. Or, ces coûts évités ne sont pas vraiment mesurés par rapport au coût des soins actifs. Nous devons continuer d'évaluer cet impact. Les clients n'ont pas simplement comme la MPOC comme affection, il s'agit de multimorbidité. Dans une revue de 25 clients de notre cohorte, plus de 52% avaient 10 à 20 comorbidités. Dans notre travail, dans l'avenir, nous allons incorporer des méthodes pour tenir compte des complexités médicales et sociales dans notre cohorte. Donc les piliers des soins seront l'équité et l'accès, les soins basés sur des données probantes, transparence dans les processus communautaires et les algorithmes, normalisation des documents d'intervention, approche collaborative, communication et continuité. Alors donc, quels sont les horizons suivants sur les programmes de soins à domicile? À l'heure actuelle, nous envisageons un partenariat futur entre le groupe des services d'urgence d'Edmonton, les équipes d'aiguillage de soins aigus. Nous voulons voir comment nous pouvons profiter de ces ressources pour offrir des soins 24 heures sur 24 à nos clients de la communauté. Nous rencontrons des partenaires provinciaux et pan-canadiens pour voir comment nous pouvons développer notre trajectoire d'apprentissage. Il y a une évolution constante de nos mesures et je suis à présent à Vancouver pour participer au sommet canadien de 2016 sur les soins à domicile. Nous avons fait plusieurs présentations à Vancouver portant sur les travaux Inspired et sur l'impact de
donc des travaux menés sous l'égide de la FCASS. Pour la conférence de Vancouver, j'ai également créé une vidéo qui tient compte de citations de clients et d'aidants et qui représentera leur héritage, leur legs. Alors, une ou deux questions que je vous pose pour conclure. Est-ce que nous comparons des éléments comparables? Dans ma propre zone, nous n'avons pas de code normalisé que nous utilisons lorsque nous examinons les données relatives aux clients pour déterminer qui a présenté une exacerbation aiguë. Si c'est vrai pour notre zone, c'est vrai pour la province, et même au-delà, c'est vrai pour le Canada. Et je crois que, alors que nous espérons faire progresser notre projet, nous allons devoir commencer à tenir compte des différences dans les codes et nous devons le faire de manière collaborative. Alors, accéder à un diagnostic pour la MPOC représente un énorme défi pour les partenaires communautaires. Nous avons dû passer en revue 50 dossiers à la main intensivement pour confirmer les diagnostics. Nous savons que les consentements ne sont pas transférés à des tiers pour les tests de fonction pulmonaire. Ce ne sont pas tous les clients qui ont un pneumologue et il est difficile d'obtenir un diagnostic au niveau des omnipraticiens. Donc, il vaut la peine de déterminer comment nous pouvons accéder plus facilement à un diagnostic de MPOC confirmé. De nombreuses possibilités pour les soins palliatifs et de fin de vie. L'épreuve signale que la majorité des Canadiens préféreraient mourir à leur foyer s'ils en ont la possibilité. Les données provenant d'ICI montrent que près de la moitié de la cohorte maintenant décédée, mais la majorité de ces décès ne sont pas intervenus dans la communauté. Alors je nous demande, mais où sont les possibilités collectives ici? Je crois que nous devons être conscients dans nos connexions. Mon père déclarait que chaque rencontre est un moment de relation publique. Je vous jette au défi de saisir toutes ces occasions dans la progression des soins pour ces populations complexes. Je crois que la passion et la vision joueront un rôle clé dans la réalisation de nos objectifs communs. Enfin, les soins primaires optimisés dans la collectivité ouvrent un monde de possibilités de collaboration avec d'autres soignants et aidants, tout en réduisant les lacunes et en réduisant les risques également dans les transitions entre les différentes filières de soins. Merci. Jennifer, merci beaucoup pour cette information très abondante. Merci d'avoir partagé cette rétroaction et les résultats du travail que vous avez accompli en Alberta. Je suis heureuse d'apprendre que vous partagez ça avec le reste du pays à la conférence à laquelle vous assistez en ce moment. Alors, à présent, nous avons la possibilité de répondre aux questions de notre auditoire. Nous allons également avoir une autre période de questions après la prochaine présentation. Donc, utilisez la boîte de dialogue. Si ce n'est déjà fait, nous vous encourageons à indiquer le nombre de personnes dans votre emplacement, y compris vous-même. Nous savons combien de lignes sont branchées, mais nous ne savons pas nécessairement combien de personnes sont présentes à chaque endroit. Quelques-uns de nos enseignants, les pneumologues qui travaillent dans le projet et qui sont à Chest 2016 à Los Angeles pour faire part pour une communication sur le projet Inspired. Donc, je pense que nous faisons tout notre travail de diffusion en ce moment au sujet de la cybercollaboration. Également, à Chest 2016, on a entendu parler d'un nouveau rapport qui indique qu'une visite à domicile pour une personne vivante avec la MPOC augmente la probabilité qu'ils se présentent à leur rendez-vous avec leur fournisseur de soins et réduit également les exacerbations de MPOC. Une seule visite à domicile. On n'est pas entré dans les détails sur la réduction des réadmissions. Donc, Corey Paul, je voulais revenir à ce que vous disiez au niveau du paradoxe de prévention. Je pense que vous avez très bien résumé l'aspect préventif et le potentiel donc de réduction des coûts. Pouvez-vous nous parler un petit peu plus des raisons pour lesquelles vous avez cherché à faire une synthèse de ces informations? Est-ce que ce qu'on vous l'a demandé ou si vous vouliez pouvoir le démontrer? Je serais curieux de savoir pourquoi vous l'avez fait. Vous nous donnez un peu de contexte.
Corey Paul. Bon, bonne question, Jennifer. Un des problèmes, c'est que quand on s'adresse aux décideurs et à nos partenaires, ils n'ont pas vraiment de compréhension du travail qui se fait dans la communauté. Alors, à l'un de nos webinaires précédents, j'avais indiqué que dans une zone ou dans un bureau de réseau dans notre zone d'Edmonton, nous réalisons plus de 55 000 visites professionnelles en un an. Et ça ne tient même pas compte du personnel de soutien à domicile ou des autres bénévoles. Donc il y a énormément de travail qui est invisible dans la communauté. En outre, pour beaucoup de clients, puisque leur MPOC est tellement avancé, sans soins et intervention, ils seraient hospitalisés. Donc nous voulions utiliser les itinéraires de soins actifs et nous voulions dire, bon, si ce client atteint d'une MPOC avancée avait été hospitalisé dans votre établissement, voilà quel aurait été le coût pour le système. Or, c'est un coût évité. C'est une façon, si vous voulez, donc d'être perçu comme étant un partenaire plus égal. Il y a certains éléments qui me frappent, c'est qu'on parle beaucoup de ce qui se fait dans la communauté, mais on ne le mesure pas très bien. Et on n'a pas de très bons chiffres, des chiffres très probants. Je pense qu'il faut qu'on s'améliore à cet égard. Si nous pensons que ces clients doivent passer davantage de temps dans la communauté, que nous devons investir des ressources, comment est-ce qu'on peut démontrer à nos partenaires, nos décideurs, partenaires, qu'il y a une valeur ajoutée pour le système si on en investit dans la communauté? Jennifer Verma, merci beaucoup. Corey Paul, un élément de suivi. L'étude que je viens d'évoquer, qui a été annoncée à Chest 2016 il y a 2 jours, qui précise qu'une visite à domicile entraîne donc une amélioration de toutes sortes d'indices, notamment la présentation au rendez-vous, la ponctualité au rendez-vous. On dit que les personnes atteintes de MPOC ne se présentent pas nécessairement au rendez-vous parce qu'elles sont trop malades pour se rendre à l'hôpital ou chez le médecin. Vu le travail que vous avez fait à domicile, est-ce que ces indices sont importants pour vous? Corey Paul, oui. Et c'est ressorti dans notre rapport. Nous avons interviewé avant et après des aidants et des professionnels. Ils nous ont dit d'abord, euh, c'est la dernière personne qui doit être dans un bureau, dans un cabinet de médecin avec des personnes qui toussent et qui sont malades autour d'elles parce qu'elles sont très vulnérables à la maladie en raison attribuée à la diffusion de micro-organismes. En outre, les médecins n'ont souvent pas le temps nécessaire pour passer en revue leurs problèmes spécifiques. Et ça, c'est parce que, si vous considérez les présentations multimorbides, ces clients ont toutes sortes d'autres problèmes. Alors, lorsqu'une personne est malade, il y a presque un effet en cascade. Et le médecin de famille n'a simplement pas le temps de prendre ses patients en charge dans une visite au cabinet, 5 à 8 minutes, dont une partie est contribuable à simplement au simple fait de se rendre de la salle d'attente au bureau du médecin. En outre, les patients se sentent souvent jugés dans un établissement de soins actifs ou dans un cabinet d'un spécialiste. On en revient à ce que nous avons dit, ça vous avez entendu dire dans les entrevues de clients, nos clients ont dit, la MPOC est un jugement, ce n'est pas seulement un diagnostic. Donc, à certains égards, les patients choisissent de ne pas se rendre dans certains établissements et le temps qu'ils ont besoin d'y aller, ils sont tellement malades qu'ils s'y rendent pour ne pas en revenir, pour y rester longtemps. Et en particulier, ces patients considèrent qu'ils sont considérés comme des parias sociaux pour leur comportement de tabagisme, comportement qui, dans le passé, était favorisé même par des organismes gouvernementaux. Il y a un autre paradoxe. Donc, merci beaucoup. Alors, nous allons à présent passer au centre du Canada. Nous allons entendre nos collègues Mélanie Potvin et Lily Spanjevich de l'hôpital Joseph Brand. Je crois que vous n'avez pas accès à vos diapositives Adobe, donc nous allons faire avancer vos diapositives. Mélanie Potvin. Bonjour, je m'appelle Mélanie Potvin, je suis
directrice des services de médecine à l'hôpital Joseph Brandt, qui représente un continuum des soins depuis le service d'urgence jusqu'à la transition à des foyers de soins de longue durée. Je suis en compagnie de Lily Spanjevic, qui est infirmière clinicienne spécialisée et elle se spécialise en gériatrie. Elle s'intéresse en particulier à la MPOC. Donc, elle gère tous les programmes destinés aux patients reliés à la reliés à la MPOC. L'hôpital Joseph Brandt est un important hôpital communautaire en Ontario. Nous avons 239 lits, dont 72 sont actuellement consacrés aux soins actifs en médecine. Quand nous avons commencé cette progression en 2014-2015, nous avions un défi global relié à l'accès aux soins de bonne qualité pour nos communautés. Nos communautés à l'époque avaient une proportion très élevée de personnes âgées dont la proportion augmente encore. L'âge moyen est de 74 ans dans notre service d'urgence pour les services médicaux actifs. En 2014-15, nous avions des délais d'attente très longs, jusqu'à 76 heures dans notre service d'urgence. Et nous avions jusqu'à 76 patients dans un service d'urgence de 40 lits. Donc nous avons pris des mesures en fonction des caractéristiques démographiques pour tous les états, pour toutes les affections. Nous voulions tout d'abord améliorer les soins pour ces maladies chroniques spécifiques, mais également nous assurer que nous augmentons l'accès à ces soins communautaires pour la famille. Nous étions bien positionnés pour utiliser certains programmes que nous avions déjà mis en œuvre pour la MPOC grâce à Lily Spanjevic, et nous avions eu une possibilité formidable grâce au projet collaboratif inspiré par l'ICIS, pour lequel nous sommes très reconnaissants, ce qui nous amène aujourd'hui ici pour parler de notre progression dans le programme Inspired. Alors, je vais à présent donner la parole à Lily Spanjevic qui va nous parler de certaines de nos affiches et du programme lui-même. Lily Spanjevic. Merci beaucoup, Mélanie Potvin. Alors, bonjour tout le monde. Cette diapositive reproduit l'une de nos affiches de promotion pour décrire notre processus de recrutement de patients pour le programme Inspired et aussi le plan de soins effectif pour les personnes dont nous assurons la transition du milieu hospitalier au foyer. Et je dois vraiment dire que c'était un véritable effort en collaboration avec le personnel hospitalier, les partenaires communautaires. Nous avions une demi-formatrice en MPOC, enfin une formatrice en POC à mi-temps, qui a dépisté les patients grâce à un système de suivi hospitalier et elle offrait la séance de formation initiale en essayant donc avec des possibilités donc de diffusion de cette information, de cet apprentissage, et j'ai également participé de concert avec le pneumologue, le Dr Collard, à la préparation donc de ces évaluations. Une fois que les personnes avaient accepté de participer au programme Inspired, elles avaient accès post-congé à la formatrice en MPOC et nous prévoyons une visite tout entière. Bon, premier coup de fil, 2 à 3 jours après le congé, et puis ensuite, après donc la visite à domicile dans les 2 semaines suivant le congé, puis 2 semaines après, un suivi par téléphone, et puis après 12 semaines, encore une visite à domicile. Pour notre formateur MPOC et notre inhalothérapeute se partageaient les visites et les coups de fil. Et si nous avions déterminé qu'il était nécessaire de procéder à une planification avancée des soins, s'il fallait que la famille, les patients prennent en main des préoccupations liées à la
à la fin de vie, nous faisions intervenir Dale, notre conseillère en soins spirituels. C'est intéressant, ça m'étonne de voir combien de personnes, même s'ils sont à des stades sévères de la MPOC, n'ont toujours pas songé à la fin de vie, où personne n'a pris le temps de se concentrer vraiment sur ce qui se passera ensuite. Or, beaucoup de ces symptômes peuvent être gérés avec un plan de soins approprié. Donc, généralement, c'est ainsi que fonctionnait notre programme. Et bien sûr, notre pneumologue, le Dr. Corona, était excellent en utilisant un iPad, le soutien technique pour la prestation des soins à nos patients. Pour beaucoup de patients, nous ne pouvons pas, encore une fois, nous prendre ces rendez-vous dans la communauté, donc il faut faire preuve de polyvalence. Et nous utilisons également le document de MPOC du Dr Jean Bourbeau pour compléter la formation. Beaucoup de gens dispensent la formation en hôpital, mais au milieu hospitalier, les gens sont stressés, il s'agit de passer en revue les médicaments et on va prendre en charge le plan d'action à domicile. Et une fois dans leur propre environnement, une fois que les symptômes ont été soulagés, c'est le moment parfait d'assurer la formation. C'est ce que nous avons appris également. Alors donc, si on passe en revue certaines de nos progressions, nous avons emprunté cette diapositive à la FCASS, la progression vers l'amélioration du processus. Donc, depuis la création du programme, nous reconnaissons la nécessité d'établir des partenariats et le fait que nous n'avions pas des partenariats aussi forts et cohésifs pour les transitions vers la communauté que nous l'aurions voulu. Donc, tout au fil de notre progression, nous nous sommes assurés d'avoir donc une mobilisation initiale de nos parties prenantes pour comprendre quelles étaient les possibilités, quels auraient été certains défis, toutes les lignes jaunes au niveau de notre mission, de nos valeurs, au niveau organisationnel. Et donc, est-ce que nous avons les ressources suffisantes pour l'infrastructure existante? Nous avons constaté qu'une communication le plus tôt possible et fréquente était très importante et que l'adhésion des parties prenantes était extrêmement importante. En particulier, si l'on travaille dans un hôpital communautaire, il y a des moments où l'innovation peut stagner. Alors, quand vous proposez de nouveaux modèles de soins, au début, il peut y avoir une certaine hésitation de la part des fournisseurs de soins, médecins de famille, pneumologues, inhalothérapeutes, ou autres fournisseurs de soins à l'égard d'un tel programme et de l'impact qu'il aura sur leur pratique et leur plan de soins. Et donc, les contacts individuels étaient très, très importants, surtout pour nos médecins de famille, pour nous assurer qu'ils comprenaient le programme, la valeur de celui-ci pour leurs patients et quel serait le processus futur. Et ceci était extrêmement critique au succès d'Inspired, je l'ai constaté. Cette mobilisation spécifique, sans quoi il n'y aurait pas eu d'adhésion. Et en fait, dans des cas où un médecin de famille n'a pas pu avoir cet engagement individuel, nous avons éprouvé certaines difficultés ou constaté certains défis pour que notre équipe donc soutienne le patient et la prise en charge de sa maladie dans le programme Inspired. Alors, nous avons utilisé, maintenant nous avons notre processus actuel, nous avons utilisé une approche Lean et nous avons testé ces processus avec une inauguration officieuse. Quand on travaille dans une communauté de pratique, ce qui n'est peut-être pas un environnement familier, mais il y a donc beaucoup de possibilités de refonte, de reconception des programmes. C'est extrêmement important
de tenir cela en considération au moment du lancement, de manière à ce que lorsque vous réalisez le lancement officiel, pleine grandeur, après avoir mobilisé toutes les parties prenantes, que vous ayez donc réglé tous les problèmes initiaux. Il s'agit essentiellement de la preuve de concept afin que vous pouvez alors avoir davantage de possibilités d'action et de développement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons trouvé des difficultés sérieuses. C'est ce que fait toute organisation au niveau des programmes de médecine. C'est là l'une des initiatives et qui nous aide donc à soutenir l'accès aux soins et nous sommes très fiers de pouvoir dire que dans le cadre de cette initiative-ci et d'autres, nous avons été reconnus en Ontario comme étant l'une des équipes les plus améliorées pendant le dernier exercice au niveau des délais d'attente, des temps d'attente pour le service d'urgence globalement. Nous sommes passés d'un taux de réadmission de 30 à 40% pour cette population dans des années récentes. Nous approchons maintenant un point où le taux de réadmission de 30 à 40% avec cette autre initiative, de manière à ce que la preuve, donc les données probantes, nous laissent à croire qu'il s'agit d'un programme, il s'agit d'un programme qui a un impact sur la qualité des soins aux patients, les rétroactions des patients qui nous décrivent cela, qui décrivent cela aux bailleurs de fonds, à l'interne ou externe, ou l'équipe de haute direction ou des ministères de la Santé. C'est important qu'ils comprennent l'impact aussi bien sur la qualité, l'expérience de soins des patients, mais aussi l'impact financier pour pouvoir créer la pérennisation et améliorer l'accès aux soins au fur et à mesure que notre population vieillit. Donc, nous avons pu établir un argumentaire accompagné de résultats qui nous a permis de soutenir notre processus de répartition des soins avec notre formateur responsable de l'amélioration. L'inclusion de notre plan d'amélioration annuel a également donné de l'importance à l'ensemble du programme et nous a permis de le garder au premier plan dans des priorités de tous, y compris les médecins. S'agissant de la pérennisation, si vous regardez la diapositive, nous en sommes à 4,5. Nous abordons presque la ligne d'arrivée au niveau de la pérennisation, mais nous sommes à un point où nous voulons diffuser. Et le programme Inspired, au niveau des résultats, a été tellement réussi que nous étions bien placés, encore une fois, pour nous ouvrir à d'autres façons de soutenir la prise en charge des maladies chroniques, surtout pour ce que nous voulons faire pour une organisation, c'est de nous assurer de couvrir dans notre programmation donc tous les états de la maladie ainsi que toutes les considérations hypothèses au niveau de la fonction, de la mobilité, de la cognition pour les patients qui ont un diagnostic de MPOC précoce, intermédiaire ou avancé afin que des soins d'excellente qualité soient dispensés tout au long de la progression. Donc, nous tirons parti à présent du succès du programme Inspired, encore une fois en vue de développer d'autres programmes et d'établir un partenariat avec notre communauté, avec les autres hôpitaux dans notre liste. Nous avons des programmes complémentaires additionnels comme notre programme Santé et Bien-être, auxquels les patients peuvent également avoir accès pour l'autogestion. Et nous partageons également nos résultats avec d'autres organismes. Alors donc nous commençons à recevoir des demandes de renseignements émanant d'autres organisations quant à la manière dont nous améliorons les soins à l'hôpital Joseph Brant par notre transformation. Et il y a beaucoup d'intérêt dans l'approche Inspire. Donc nous sommes très heureux de pouvoir nous entretenir avec des hôpitaux et d'autres fournisseurs de soins au sujet de l'impact du programme que le programme Inspired peut avoir pour leur groupe de patients.
Nous étudions également les possibilités de télémédecine comme autre modalité possible de rejoindre notre communauté et de favoriser la santé communautaire, parce qu'encore une fois, comme une personne l'a dit précédemment, renforcer le concept que le soutien de la communauté, la mobilisation de la communauté, la prise en charge, c'est la meilleure façon de parvenir à des communautés en santé, parvenir à soutenir notre population au fur et à mesure qu'elle vieillit, aussi bien en Ontario qu'à l'échelle du pays. Nous envisageons également la mobilisation, la diffusion plutôt de nos résultats auprès de toutes les parties prenantes en Ontario, l'association pulmonaire, par exemple, et ce dans un but de sensibilisation des pratiques exemplaires au niveau de la MPOC, surtout dans le cadre du programme Inspired et d'autres programmes complémentaires que nous avons ici. Alors donc, nous sommes vraiment emballés par les résultats que nous avons pu obtenir. À présent, je vais évoquer spécifiquement ces résultats. Donc, en ce qui concerne l'efficience, nous avons obtenu une réduction de 24% de la durée du séjour. Et c'est une réduction pérenne de 7,5 à 5,7 jours. C'est une réduction de 68% dans les visites à l'urgence pour la même raison, 80 jours après l'inscription au programme. Et il semble y avoir une augmentation des visites, ce qui peut signaler la nécessité donc d'une intégration des soins primaires. Il y a eu une réduction dans les taux de réadmission pour la même raison et des taux de réadmission de 13% pour la même raison après 12 mois de participation. Alors, les visites à l'urgence ont été réduites de 49% à 9%, 90 jours après l'inscription. Nous avons vu 4 patients sur 59 ont été réadmis pour la même cause dans les 90 jours et 8 sur les 59 ont été réadmis pour la même cause après 12 mois, pendant les 12 mois suivants. Ce qui nous amène à nous demander si le programme doit être prolongé, peut-être. La coordination, le spécialiste MPOC continue de voir tous les patients atteints du MPC qui se présentent à l'hôpital ou qui sont admis. Et les patients sont évalués pour faire partie du programme Inspired ou du programme ICC, donc programme de soins de santé intégrés. C'est un autre programme que nous mettons à l'essai. Nous avons également procédé à des rencontres d'équipes hebdomadaires, y compris les partenaires communautaires, mais nous voyons également un accès amélioré, une meilleure exécution du test de spirométrie. C'est très surprenant. Beaucoup de ces personnes étiquetées MPOC n'avaient pas de diagnostic confirmé. Donc avec ce programme, nous avons pu parvenir à confirmer ces diagnostics très efficacement, à raison de 81%. Nous continuons de nous concentrer sur les objectifs du patient et la planification préalable des soins. Comme je l'ai dit auparavant, il y a un accès téléphonique à l'éducateur. 100% des patients souffrant du MPC ont reçu des médicaments appropriés. 95% ont un plan d'autoprise en charge. Ce n'est pas tout le monde qui peut suivre un plan d'action pour diverses raisons, très souvent l'anxiété ou peut-être des problèmes cognitifs. Donc nous avons dû être flexibles à ce niveau-là et travailler avec les pharmaciens et les médecins de famille, les pneumologues pour veiller à ce que les patients puissent avoir un patient que nous pouvions étayer. 72% des personnes ont été adressées à la réadaptation, ont été orientées vers la réadaptation et 8 patients fumeurs sur 10 ont accepté de suivre un programme d'abandon du tabagisme. Et l'amélioration de score Link a augmenté de 90%, 84% au questionnaire CTM3 à la fin du programme. Donc encore une fois, les avantages se répercutent dans l'ensemble
non seulement de l'efficacité, la coordination, et la centralité du patient. À ce jour, 59 patients ont achevé le programme, 7 patients sont décédés et 11 personnes se sont retirées, dont 2 ont déménagé et 2 patients avaient besoin de soins à domicile plus intensifs et ils ont donc été transférés au programme ICC. Alors, je crois qu'il y a une chose qu'il est important de noter dans cette mise à jour, c'est que c'est l'amélioration de l'expérience pour les patients et leurs proches au niveau de la planification de la fin de vie. Et lorsqu'il s'agit de s'assurer qu'il y a un plan, que le fournisseur de soins est au courant et que nous avons pu mettre ce plan en vigueur de manière digne, soit dans la communauté, soit à l'hôpital en fonction des préférences du patient. Encore une fois, vous vous rappellerez que euh, on a parlé tout à l'heure de la participation limitée des patients au fil de leurs antécédents de santé lorsqu'il s'agit de planification de fin de vie. Alors, la suite. Nous continuons de rechercher des possibilités d'expansion au sein du URLIS. On a parlé du programme ICC qui utilise bon nombre des mêmes approches Inspired, mais qui améliore également les soins, le soutien à domicile. Alors, il y a une différence que nous avons pu saisir. Il y a également 3 domaines clés dans notre programmation. Et ce qui est très, très important, c'est un élément que nous voulons continuer de mettre en avant. Et encore une fois, nous voulons diffuser les découvertes et les apprentissages aux parties prenantes afin de pouvoir renforcer le soutien au programme, que les personnes de la communauté puissent apprendre à le connaître et afin de susciter la mobilisation, le désir de participer. Enfin, bon, il y a des médecins en fait qui recherchent ce programme, ce qui démontre la valeur qu'ils y attribuent d'après les commentaires de leurs patients et de la communauté, ce qui est formidable pour nous de l'entendre dire. Et nous continuons donc à travailler avec toutes nos parties prenantes et surtout les familles pour veiller à ce que les patients qui ont été réadmis fassent l'objet d'une nouvelle démarche s'ils ont choisi de ne pas participer à l'une des filières Inspired. Alors donc, des soins en hôpital aux soins à domicile, encore une fois. Le bilan comparatif des médicaments, c'est très important. Et je sais que tout le monde y songe, tous ceux qui subissent l'accréditation. Le premier appel téléphonique est très important donc pour réduire l'anxiété et rejoindre le patient afin de répondre donc aux préoccupations, d'apaiser les inquiétudes du patient. Car dans certains cas, le patient éprouve une anxiété qui exige une intervention plus approfondie. Ensuite, on continue de maintenir l'accès direct aux spécialistes pour résoudre les problèmes urgents, très important, d'après la rétroaction de la population de patients, afin d'assurer le succès du programme, le fait qu'il y a quelqu'un avec qui ils pouvaient établir un contact quand ils se sentaient anxieux, qu'ils avaient une question. Ils estimaient que cela aidait à aider donc le service d'urgence à soutenir à améliorer donc leur état. Ensuite, l'intégration donc dans l'apprentissage virtuel, l'enseignement. Nous voulons, on en a parlé, reprendre contact avec les patients qui refusent l'aide au début, mais qui sont à risque. Voilà qui achève notre présentation. Nous avons peut-être pris un peu plus de temps que prévu. Merci pour votre indulgence. Jennifer Verma, merci beaucoup. Alors, puisque le temps est écoulé, je vais procéder au sondage au cas où nos participants doivent se rendre ailleurs. Donc, nous voulons que vous puissiez répondre au sondage. Et en même temps, il y avait une question qui nous est parvenue jusqu'ici dans la boîte de dialogue
qui provient de Corey Paul, qui voulait savoir quelle est la division entre les clients ayant un score MRC 4 et 5 dans la cohorte avec laquelle vous avez travaillé. Pouvez-vous nous dire cela? Mélanie Potvin. Nous ne sommes pas sûrs ce qu'elle entend par définir combien de patients étaient au stade 4 et au stade 5. Je dirais à peu près 78% de personnes. C'était une question donc de Joanne AHS. Elle dit d'abord félicitations sur votre excellent travail, vos excellents résultats. Avez-vous pu faire participer des aidants à titre de partenaire dans le projet collaboratif? Et elle dit également si oui, quel a été l'impact, quels ont été les défis au niveau de la planification. Donc elle souhaite savoir si vous avez travaillé avec des patients conseils. Mélanie Potvin, oui, on a parlé à des patients qui avaient utilisé le service dans l'hôpital et pour recueillir leur point de vue, pour voir ce qu'ils voulaient voir au niveau de leurs soins et ce que nous pouvons faire enfin, disons, pour reconnaître leur auto-efficacité pour la gestion. Alors donc, la prise en charge, nous avons également utilisé ces avis lorsque nous avons mis en œuvre notre inauguration officieuse du programme. Nous avons consulté nos quelques premiers patients pour leur demander leur avis, pour leur demander si ce processus donnait de bons résultats. Nous avons donc apporté des modifications en fonction de la rétroaction. C'était très bien et Corey vient de vous faire une offre de communiquer directement pour répondre à cela au niveau d'AHS. Le prochain webinaire, on va évoquer la participation des patients et de leurs proches dans une cybercollaboration au niveau de la cybercollaboration Inspired pan-canadienne. La participation des patients, également l'encouragement aux équipes. Il y a encore une question. Celle-ci vient de Patrick Archambault du CISSS Chaudière-Appalaches, qui est responsable d'équipe pour l'un de nos cybercollaborations ACE. Il voudrait savoir qui finance le programme, vu qu'il y a un partenariat entre l'hôpital et la communauté. Mélanie, pourriez-vous en parler? Mélanie Potvin, nous fournissons chacun des ressources pour soutenir le programme. Alors donc chaque organisme y contribue de son financement pour des éléments comme par exemple au fur et à mesure donc, du programme de 90 jours au niveau de notre hôpital, nous soutenons, enfin nous investissons dans un poste de formateur MPOC qui peut se déplacer même dans des endroits éloignés pour voir les patients. Ça, c'est fourni par l'hôpital. Nous avons eu de la chance d'avoir des partenaires dans la communauté de Vitalaire qui nous ont fourni donc des services, des soutiens en nature sous forme de visites d'inhalothérapeutes dans le cadre de ces visites en vue de la gestion de l'oxygénothérapie, de l'inhalothérapie au fur et à mesure du programme de 90 jours. Bon, eh bien, voilà qui conclut la période de questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous téléphoner. Nous allons ouvrir en priorité une discussion sur la mobilisation des patients et des proches. Mais la question de Patrick Archambault sur le financement est également très importante. Nous allons la poser pendant la prochaine téléconférence. Vic Inspired est un programme de l'hôpital au foyer. Alors, nous vous remercions pour votre participation. Ouvrez l'œil, nous allons vous inviter à des événements futurs. Nous avons un appel le 7 novembre. Êtes-vous prêts pour quelques éléments force? Une nouvelle offre du nouveau programme que nous avons depuis des années à la FCASS, la formation des dirigeants pour l'amélioration et la possibilité si vous voulez vous inscrire. Et puis ensuite,
des soins à l'hôpital aux soins à domicile le 24 novembre. Nous avons l'équipe de l'hôpital d'Ottawa ainsi que le CIS de la Montérégie-Est qui seront en ligne. Et puis enfin, ça c'est en exclusivité à ce public, nous avons un nouveau portail en ligne où vous pouvez trouver toutes les ressources relatives à Inspired, y compris les webinaires, les articles, les outils, les présentations, les rapports. Et nous avons besoin de votre rétroaction d'ici quelques semaines. Nous allons mettre cela en vue dans nos appels à venir, mais nous remercions Boehringer Ingelheim d'avoir rendu cette possibilité. Catherine Giroux, qui travaille en coulisses, à mettre au point ce portail. Alors, merci beaucoup. Nous vous souhaitons une bonne journée. Voilà qui conclut notre appel.